Bonjour, je pense que nous pouvons reprendre à ce moment-ci. Merci d'être de retour, merci. Nous allons donc poursuivre cette discussion avec la deuxième table ronde. Donc, nous en sommes à la deuxième partie, en fait, de l'axe 1 et nous continuons d'établir l'état des lieux. Quel est maintenant le statut de l'artiste migrant? Comment protège-t-on ses droits économiques et sociaux? Trois invités cette fois, Louis-Philippe Lampron, Julia Anna-Maria Salagor et Vivek Venkatesh. Et après leurs interventions, une autre période d'échange. D'ici là, comme tout à l'heure, je vous demande de laisser vos caméras et vos micros fermés. Merci. Alors, je commence. Je pense que je vais d'abord essayer de voir moi-même, voilà, nos invités, nos quatre personnes de cette prochaine table ronde. Alors, voilà, tout le monde est là. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, Louis-Philippe Lampron, je vous présente et je vous pose la première question. Vous êtes professeur titulaire à la faculté de droit de l'Université Laval. Vous êtes chercheur régulier au sein du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie et co-porte-parole du groupe d'études en droits et libertés de la faculté de droit de l'Université Laval. Vos intérêts de recherche portent en général sur la protection des droits humains au Canada et au niveau international. Vous intervenez régulièrement sur la place publique au sujet des enjeux juridiques liés au droit à l'égalité par des articles, entrevues et depuis 2017, c'est toujours le cas, j'imagine, par le blog Droits de la personne et démocratie. Alors, est-ce qu'il existe pour la liberté artistique précisément un statut particulier dans le droit québécois et canadien? Monsieur Lampron. Merci beaucoup, Mme Guénette. Alors, merci pour l'invitation. Très heureux d'être avec vous et de suivre la première table ronde où il y a eu des échanges extrêmement riches. Donc, sur la question, on pourrait en parler pendant à peu près 35 minutes. Alors, je vais vraiment essayer de faire court, là, de me limiter à 5 minutes. Est-ce qu'il existe un statut particulier pour la liberté d'expression artistique en droit québécois et canadien? Évidemment, moi, je vais me prononcer là-dessus, surtout sous l'angle des droits et libertés de la personne. La liberté d'expression est protégée dans tous les, les deux chartes, charte québécoise et charte canadienne. Alors, jusqu'à l'affaire Ward contre Gabriel, Mike Ward, cet humoriste trash qui s'en était pris à Jérémy Gabriel, qui était mineur au moment des faits là, sur la base de son handicap. Jusqu'à cette affaire-là, la réponse à la question, à mon sens, elle aurait été oui. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais suite à un arrêt de la Cour d'appel qui fait référence à un vieil arrêt de la Cour suprême, c'est moins clair. Et c'est donc un des enjeux très importants là, qui fait de l'arrêt Ward contre Gabriel, qui va être rendu par la Cour suprême dans quelques mois, quelque chose d'aussi fondamental, parce qu'il y a 2 des 3 juges de la Cour d'appel qui ont répondu non à la question. Est-ce que la liberté d'expression artistique mérite par rapport à d'autres formes d'activité expressive, un statut particulier? Et en tout cas, pour 2 des 3 juges de la Cour d'appel, la réponse était non. On devait considérer ça comme étant une expression comme une autre, en fait. Moi, ça m'a semblé très surprenant, ça m'a semblé contestable aussi, et je vous avoue que j'espère fortement que la Cour suprême va aller dans le sens là-dessus de la juge dissidente. Non pas que sur le fond, j'appuie Mike Ward, mais le chemin pour se rendre à la décision m'apparaît fondamental, notamment pour assurer qu'il n'y ait pas de glissement et qu'on affaiblisse la protection qu'on doit réserver dans les sociétés libres et démocratiques à la liberté d'expression artistique. J'ai vu dans le chat là, plusieurs échanges et à mon sens, quelques questions là, qui touchaient juste sur le statut de l'art et même qui est lié à la raison pour laquelle on doit protéger la liberté d'expression. Il y a beaucoup de formes d'art. Moi-même, je peux me considérer comme étant un artiste là, parce que je me mets à l'aquarelle et que je fais des citrons dans mon salon qui sont assez… Je ne suis pas très manuel, alors ils ne sont pas très beaux, mes citrons, mais il y a l'art donc consensuel, l'art qui ne brasse pas la cage, l'art donc, voilà, je veux dire, qui plaît à tout le monde. Et de la même manière, la liberté d'expression, le discours majoritaire, le discours consensuel, le discours qui conforte, il n'a pas besoin de protection. Il est le discours majoritaire. Alors, nécessairement, il va avoir un espace puisqu'il fait partie des grands courants là, qui sont partagés par la majorité. Alors, la raison d'être de la liberté d'expression, c'est de s'assurer que le discours dissident, le discours qui choque, le discours qui dérange, et là,
choquer, déranger, être à la marge, porter un regard critique sur des éléments de la société. L'art, je veux dire, c'est une des missions, c'est pas la seule, bien sûr, mais c'est une des raisons d'être de plusieurs œuvres artistiques, de remettre en cause toujours 100 fois là, sur le métier, tu remettras ton travail. Et c'est pas mal le travail de l'artiste, donc de challenger un peu là, la vision dominante. Et donc, si on ne réserve pas un statut particulier à la liberté d'expression artistique, bien, le problème, c'est qu'on va peut-être se trouver à rendre plus risqué certaines formes d'art, justement, qui dérangent. Et à mon sens, ça, c'est extrêmement problématique et ça va, à mon sens aussi, à l'encontre de la tendance jurisprudentielle dominante qui tendait à faire donc, grosso modo, là, on parle de liberté d'expression. Il y a évidemment un très, très large éventail d'expressions qui peuvent être protégées par la liberté d'expression, protégées par les chartes, mais il y avait un cœur, il y en a toujours un, là, un cœur et une périphérie à l'intérieur de cet éventail d'activités expressives. Là. Et donc, plus les activités expressives en cause se rapprochaient du cœur de la liberté d'expression, et en principe, plus elles devraient bénéficier d'une protection importante en vertu des chartes. À l'inverse, plus on s'en éloignait, on parle de diffamation, on parle de propagande haineuse, par exemple, et moins, c'est une activité expressive qui peut être protégée, mais de manière beaucoup moins importante, étant entendu que l'État peut plus facilement mettre de l'avant des raisons pouvant justifier de restreindre cette forme de discours-là. Bon, alors là, le débat, et c'est Wild contre Gabriel qui va trancher ça, je mets la table, ensuite je vais revenir là, à la question du migrant, mais pour moi, c'est un débat qui est en couche. On a ce problème-là en lien avec la liberté d'expression artistique, puis ensuite on regardera quelles sont les conséquences pour les différentes catégories d'artistes, puis bon, l'artiste migrant, où est-ce qu'on le retrouve à travers ça. Mais donc, l'arrêt Wild contre Gabriel, la question, c'est de savoir est-ce que la liberté d'expression artistique ne devrait pas se trouver dans ce qui fait le cœur de la liberté d'expression plutôt que d'être une activité expressive comme les autres? Alors, ça va être fondamental, mais donc, c'est en flottement actuellement là, dans l'état actuel du droit québécois et canadien. Parfait. Écoutez, arrivons peut-être par une question à Mme Salagor, justement à la réalité des artistes migrants à Montréal. Hein. Arrivons sur le terrain un petit peu. Mme Salagor, je vous présente Yulia Anna Maria Salagor. Vous êtes chargée de projet diversité culturelle dans les arts au Conseil des arts de Montréal depuis 2009 déjà. Vous vous impliquez déjà depuis 15 ans comme consultante, formatrice, gestionnaire également dans le milieu artistique montréalais, en collaborant avec plusieurs organismes, en donnant des cours à l'Université du Québec à Montréal. Et au Conseil des arts, vous voyez précisément à mettre sur pied des programmes qui favorisent la reconnaissance et la valorisation des pratiques, de la diversité des pratiques culturelles et dans les arts. Voilà. Alors, je reviens à ma question. Quels sont les défis précisément pour les artistes migrants qui veulent participer à la vie culturelle montréalaise? Alors, merci beaucoup, Madame Guenette. Je remercie aussi les organisateurs de ces journées d'études pour l'invitation. Et je commence, si vous me permettez, avec une petite présentation de l'organisme pour lequel je travaille depuis 2009, qui est le Conseil des arts de Montréal, et de ses démarches dans ce dossier de la diversité culturelle, comme on l'appelle chez nous. Donc, le Conseil des arts de Montréal, c'est une des premières conseils des arts au Canada, fondée en 1956 par l'initiative du maire Jean Drapeau à l'époque, et a comme mandat de repérer, d'accompagner, de soutenir et de reconnaître l'excellence dans la création, la production et la diffusion artistique de professionnels sur l'île de Montréal. Donc, on est circonscrit à l'île de Montréal. Et chaque année, le Conseil contribue au financement et au rayonnement de plus de 500 compagnies et collectives artistiques sur l'île. Donc, c'est notre mandat. En 2004, le Conseil a entrepris une démarche, si on veut, de rapprochement interculturel avec la délégation pour la diversité dans les arts. Et dans sa politique de développement culturel de la ville de Montréal, en 2005, le Conseil des arts de Montréal a été reconnu clairement comme ayant un rôle central dans le soutien, le repérage, l'accompagnement des organismes, des collectifs, des artistes. Je peux citer, c'est dit même que le Conseil des arts de Montréal est le premier instrument de repérage de la créativité. Et comme ça, notre statut d'autonomie a été clairement indiqué aussi.
Donc, en écho aux recommandations de la délégation, le Conseil a mis en place en 2006 une politique de promotion et développement de la diversité culturelle dans les arts. Et on a essayé de cette manière-là à améliorer notre propre façon de faire à l'intérieur de l'organisme du Conseil. Et aussi, on voulait sensibiliser et encourager le milieu artistique à s'ouvrir davantage, parce qu'il faut aussi le mentionner, le Conseil a plus de 200 partenaires municipaux, économiques, donc on travaille vraiment en concertation avec les autres acteurs du milieu. Et on visait, bien sûr, à l'époque, des changements, si on peut dire, structuraux et sociaux aussi, dans le milieu artistique montréalais. Pour revenir donc à ça, c'est qu'on se dit que la diversité représente une priorité, pas seulement donc par la politique, mais aussi dans toutes les planifications stratégiques, les plans d'action qui ont suivi à ça. Et on voulait vraiment favoriser la présence de ces artistes avec des parcours migratoires et des pratiques diverses, des pratiques artistiques diverses, des expressions artistiques, de représenter d'autres visions du monde, des gens qui sont sur le territoire montréalais, pour assurer, bien sûr, une représentativité équitable, si on pourrait dire. Oui. Madame Salagor, je vous arrête, c'est qu'à ce moment-là, vous avez constaté clairement, vers 2004, 2005, 2009, qu'il y avait un problème de représentativité et d'accès. Et pas seulement un problème de représentativité, donc j'arrive pour dire que c'est seulement une question de connaître et reconnaître l'apport de ces gens-là, de ces groupes minorisés, si vous voulez. Et après, bien sûr, on a fait des études disciplinaires qui indiquent qu'il y a quand même des barrières qui sont particulières à chaque discipline. Au Conseil, on couvre 11 disciplines artistiques, donc c'est sûr qu'il y a des problématiques, des barrières qui sont générales pour tous les artistes, mais il y a aussi des choses qui viennent spécifiquement avec la discipline. Et je vous donne l'exemple de l'accent pour les comédiens au théâtre, l'aspect physique pour les auditions, donc sont des choses qui arrivent, et aussi la reconnaissance des pratiques métissées, par exemple en musique, qu'on appelle à l'époque les musiques du monde et tout, donc il faut voir aussi des défis de valorisation d'une pratique, mais aussi des défis spécifiques qui viennent avec l'origine de l'artiste. Donc, c'est sûr qu'il y avait aussi des problèmes d'intégration dans les structures existantes. On parlait dans l'autre table ronde que j'ai suivie avec beaucoup d'attention de problématiques d'avoir une reconnaissance par les associations et les regroupements professionnels, une problématique, disons, de reconnaissance des acquis dans des pays d'origine pour reconnaître un statut professionnel de tous ces artistes-là. Il y avait aussi un écart, si vous voulez, au niveau des revenus, donc des problèmes financiers, les conditions de vie de ces artistes avec des parcours migratoires sont vraiment difficiles, en sachant bien sûr que malheureusement, tous les artistes vivent des conditions difficiles pour pratiquer tout ça. C'est difficile de vivre de son art, comme on dit, mais en particularité pour les artistes issus des minorités, si vous voulez, ethnoculturelles et visibles, l'écart était plus grand. Donc, oui. Il y a toutes sortes de défis au niveau d'intégration, au niveau de reconnaissance, de visibilité, de diffusion et de valorisation des pratiques. Voilà, alors on reviendra aux initiatives que vous avez prises depuis au Conseil des arts pour résoudre cela. J'aimerais vraiment qu'on entende maintenant M. Vivek Ventakesh, pardon. Vous êtes musicien, cinéaste, co-titulaire de la chaire UNESCO, une autre chaire UNESCO, celle-là en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Vous êtes professeur en pratique inclusive en arts visuels au département d'éducation artistique à la Faculté des beaux-arts de l'Université Concordia et directeur du projet Someone, qui est absolument fascinant. Vous êtes en fait un scientifique au départ interdisciplinaire, spécialiste de l'apprentissage appliqué. Vous étudiez les facteurs psychologiques, culturels et cognitifs qui influent sur la conception, le développement et l'adoption
des médias numériques en contexte pédagogique. Tout cela pour dire que j'aimerais savoir comment, dans le projet Someone, par exemple, qui est un projet artistique de diffusion et de rencontre, comment intégrez-vous justement cette notion de l'importance de la liberté d'expression dans ce type de projet? Est-ce que c'est à la base même d'un projet comme celui-là? Bonjour, merci beaucoup, Bonjour. Madame Guenette, et merci pour cette belle invitation. Alors, je vais être bref. Je vais parler de deux initiatives spécifiques qui visent, disons, la magnification ou donner une plateforme aux voix qui sont marginalisées. Je sais que ces deux demi-journées portent vraiment sur la liberté d'expression artistique des migrants, mais mon travail touche et je collabore étroitement avec des communautés marginalisées et vulnérables. Alors, ça inclut bien sûr les communautés migrantes, mais on travaille aussi avec des populations, des minorités visibles un peu partout au Canada. On travaille présentement aussi avec des peuples autochtones. Et nos projets, les deux projets dont je voulais vous parler aujourd'hui, le premier, c'est Landscape of Hate ou Paysage de la haine. Et ça, c'est un projet d'improvisation multimédia que j'ai cofondé avec quelques collaborateurs de l'Université Concordia et en Alberta aussi. Mais ce qu'on voulait faire, on voulait inviter le public à prendre part à des dialogues pluralistes sur la manière dont nous abordons les différentes formes de prendre la haine dans notre société. Et étant donné que c'est un sujet assez tendu, étant donné que les polarisations sont extrêmement, disons que c'est beaucoup plus présent maintenant et c'est beaucoup plus médiatisé maintenant. Landscape of Hate a connu pas mal de succès entre 2017 et 2019-2020 même, quand on a joué plusieurs concerts au Canada, mais aussi en Europe. Et le format de nos performances, quand je dis improvisation, c'est qu'on cueille des données dans les médias sociaux et surtout dans les lieux où on donne une performance. Alors, si on a une performance en Islande, c'est avec des personnes et avec les médias sociaux qui sont cueillis avec des collaborateurs en Islande. Même chose en Norvège. Et ici au Canada, c'est la même chose aussi. Mais au bout d'un moment, mon collaborateur Owen Chapman et moi, on a décidé de créer un deuxième projet, disons un projet sœur qu'on a appelé Paysage de l'espoir. Et disons que c'est plus facile d'avoir une subvention pour un projet qui s'appelle Paysage de l'espoir plutôt que Paysage de la haine. Mais avec Paysage de l'espoir qui vient d'être subventionné par plusieurs agences et provinciales et fédéraux, ce qu'on vise, c'est justement de créer des prototypes assez rapides avec les jeunes issus des communautés marginalisées et trouver une façon de créer des installations, de donner des performances artistiques multimédia qui peuvent magnifier leur propre voix et qui peuvent montrer la façon dont ces personnes sont résilientes. Vous pouvez regarder des documentaires et puis des enregistrements de nos performances et pour Landscape of Hate et aussi pour Landscape of Hope. Mais ce que je voulais dire, c'est que je suis très conscient, mes collaborateurs et moi, on est très conscients du privilège qu'on a en étant des profs. Moi, je suis prof titulaire. La plupart de mes collaborateurs ont du travail à temps plein dans les universités comme chercheurs ou chercheurs-créateurs. On est très, très conscient de ce privilège qu'on a. Alors, pour nous, c'est très important de divertir et de financer les activités et l'expression artistique des peuples marginalisés avec qui on collabore, pour qu'eux, ils puissent avoir cette plateforme et qu'ils puissent peut-être donner une chance aux acteurs clés dans la politique publique d'écouter leur propre voix. Oui, mais justement, les acteurs des politiques publiques, ce sont des organismes d'État, des organismes comme le Conseil des arts de Montréal. Est-ce que vous collaborez dans toutes ces opérations pour inclure des communautés marginalisées? Est-ce que vous demandez, est-ce que vous obtenez la collaboration d'institutions culturelles qui vous aideraient à faire des projets qui favorisent cette diversité des expressions? Alors oui, on
on fait le mieux qu'on peut dans le sens qu'il y a plusieurs priorités de ces conseils, il y a plusieurs priorités dans les institutions culturelles. Récemment, on a collaboré avec le Musée des Beaux-Arts de Montréal, à Montréal, le MBAM. Ils nous ont ouvert les portes justement pour qu'on puisse créer des marches sonores et des marches visuelles avec des jeunes issus des communautés minorités visibles à Montréal. Et ce qu'on a fait là, c'est on voulait ouvrir une conversation sur le colonialisme, sur la patriarchie et la façon dont les collections, plusieurs collections au MBAM ne reconnaissent nécessairement pas la façon dont ils sont en train de promouvoir une patriarchie et un colonialisme qui n'est pas nécessairement quelque chose qui est invitant pour des personnes marginalisées. Alors, on était très contents de pouvoir collaborer avec le MBAM. Et puis, dans le cadre de Landscape of Hope, qui était le projet phare avec le MBAM, on a pu créer une installation artistique qui a été développée entièrement par des personnes qui ont pu faire des expériences et qui ont pu donner une perspective des personnes marginalisées dans un musée qui est traditionnellement très, très colonialiste. Voilà. Alors, c'était un exemple concret d'une collaboration réussie, d'un dialogue, en tout cas, qui s'installe dans le réussi, monde. c'est peut-être un peu grand comme mot. C'était une expérience qu'on a vécue ensemble. Et reste à voir si ça peut mener à un changement durable ou même à une ouverture de créer des expériences dans ce cadre. Il faut dire aussi que, juste pour terminer, il faut dire aussi que, comme j'ai dit, dans une position privilégiée, moi, je n'ai pas peur. Tout d'abord, je suis immigrant au Québec, je suis anglophone, je suis très privilégié de vivre dans une maison francophone. Mon épouse, elle est française et belge d'origine. Alors, ce n'est pas, pour moi, le fait que je puisse m'exprimer et travailler professionnellement dans un certain sens en français, ça m'aide beaucoup. Et quand j'ai développé une performance pour The Landscape of Hate pour ouvrir une discussion sur le projet de loi 21, qui est maintenant devenu une loi, je n'ai pas eu un moment d'hésitation pour appeler nos performances Fuck Bill 21 parce que je suis c'est quelque chose de très important pour moi et je savais qu'avec ce privilège, je devrais aller de l'avant et je devrais aller parler aux médias de ce projet, mais aussi montrer qu'il y a un effet très, très nocif de cette loi 21 sur les communautés de minorités visibles. Oui. Alors, pour moi, c'était une question d'utiliser ce pouvoir et ce privilège. Mais vous sentiez la responsabilité de le faire. Effectivement. Comme citoyen et comme artiste. Sans avoir peur de perdre mon travail. Oui, parce que vous êtes dans des conditions qui vous permettent de contester l'idéologie dominante, si on veut. Alors, mais tous les artistes migrants n'ont pas cette possibilité-là. Alors, on en revient un peu au rôle que la société d'accueil a d'engager le dialogue. Ça se fait de toutes sortes de façons. Le Conseil des arts, Madame Salagor, le fait de quelle façon, par quel type d'action très concrète, ouvrez-vous les portes pour que des expressions d'artistes migrants, contestataires, différentes, puissent avoir tribune à Montréal? Madame Salagor. Oui, merci. Alors, je suis très, très contente d'attendre une artiste à notre panel et de voir cette initiative. Je vous félicite. Et je dois seulement mentionner que sur cet axe de la diversité, le Conseil finance, il y a une entente avec les grandes institutions. Et pour chaque institution qu'on finance, on a visé des axes stricts pour avancer les dossiers des groupes minoritaires parce que au Conseil, ce n'est pas seulement la diversité des pratiques d'origine, mais depuis plusieurs ans, on fait beaucoup d'efforts au niveau des pratiques inclusives pour les artistes en situation de handicap. On travaille beaucoup avec les créateurs autochtones, bien sûr, en respectant leur droit à l'autodétermination. On travaille aussi avec la communauté anglophone minoritaire au Québec, hein, vous avez mentionné ça, donc on a ça aussi. Donc, et
Et le musée des Beaux-Arts, effectivement, a été ciblé dans cette entente qu'on a avec les grandes institutions sur l'aspect de la développement de la diversité. Donc, voilà une initiative qui a été en partie, disons, soutenue et encouragée par le Conseil aussi. Mais on a mis en place d'autres initiatives et actions concrètes ces dernières 15 ans. Une chose qui est intéressante, c'est de savoir qu'au Conseil, la porte est toujours ouverte pour tous les artistes migrants et les nouveaux arrivants, surtout, on offre un service accueil-conseil pour les informer des ressources existantes et bien sûr pour apprendre sur leur parcours. Donc, ce dialogue, de le faire dès les premiers moments qu'ils arrivent à Montréal, c'est une chose. Après, bien sûr, on a mis en place des programmes spécifiques disciplinaires, des résidences de création, en partenariat, bien sûr, avec des grands organismes. Encore une fois, le musée, on a une résidence qui s'appelle Empreinte en art visuel pour donner l'opportunité à une artiste en art visuel de consulter les collections du musée et de s'approprier, de s'inspirer et de revisiter et faire quelque chose en se basant sur ces dialogues avec le musée. On a des résidences, bien sûr, en musique. On a des prix qu'on a mis en place et sont des choses importantes parce que ces prix-là, c'est une forme de reconnaissance, n'est-ce pas, et de visibilité qu'on peut donner à tous ces artistes-là. Avec Métropolis Bleu, vous connaissez peut-être ce magnifique festival, on donne un prix pour un écrivain qui arrive de l'étranger et qui publie des premières œuvres au Québec. On a mis en place des études en lien avec le milieu académique. J'ai vu dans le chat des commentaires, c'est ça, on fait beaucoup d'efforts pour avoir aussi la vision et l'état des lieux dans chaque discipline. Donc, avec le milieu académique, on a collaboré pour faire des études sur les pratiques diverses en art visuel, en danse et en musique. Et on a un programme qu'on appelle un programme phare au Conseil pour les nouveaux arrivants, première génération aussi des immigrants, qui s'appelle Démarre Montréal et qui est un programme de stage artistique administrative rémunéré pour les artistes et aussi pour les travailleurs culturels. Hein. Avec une parcours migratoire, il ne faut pas oublier qu'on a besoin aussi des gens qui travaillent en arrière de tout ça. Donc, ce programme démarre. C'est intéressant de voir parce que c'est en complémentarité avec les programmes d'aide au salarial de l'emploi Québec, par exemple. Donc, on essaye de venir et on voit qu'il n'y a pas des choses spécifiquement pour les artistes, de faire en sorte que les barrières spécifiques tombent avec nos programmes. Et ça, le programme démarre, c'est une question vraiment de donner la possibilité à des nouveaux arrivants d'intégrer les organismes établis déjà existants, de collaborer et d'avoir une relation gagnant-gagnant dans le sens que c'est aussi un échange d'expertise. C'est sûr que c'est une opportunité d'améliorer les compétences, développer les compétences pour les nouveaux arrivants, mais en même temps, c'est aussi une façon de sensibiliser les organismes et les aider à renforcer leur structure. Parce qu'une chose qui est importante à dire, je pense, c'est de voir qu'il y a une sous-représentativité sur nos scènes, sur nos écrans, comme on a dit déjà dans l'autre table ronde, mais il y a une grande manque dans les postes décisionnels qu'on appelle. On ne voit pas beaucoup de tous ces gens-là dans les conseils d'administration, dans les postes de pouvoir. Donc, c'est une analyse qu'on essaie de faire assez large sur cet aspect-là. Donc, voilà. Merci beaucoup, Mme Salagor. Alors, on voit que la Ville de Montréal estime avoir une responsabilité comme institution très, très claire. Le Conseil des arts, c'est ça. On collabore avec la Ville. Nous sommes en partenariat avec eux, surtout sur la diffusion, mais comme je veux dire, c'est le Conseil qui a reçu le mandat aussi de nos partenaires de la Ville pour avancer dans tout ça. Voilà, et on pourrait dire peut-être que l'Université Concordia, M. Venkatesh, a aussi une responsabilité, je parle des institutions, mais en même temps, il arrive que toutes ces expressions artistiques des migrants non seulement n'aient pas lieu, n'aient pas accès à des conditions de création et de diffusion, mais soient empêchées par diverses formes de censure économique, de censure politique. Et c'est là où on a besoin que le droit, que les lois appuient et reconnaissent cette liberté artistique des migrants. Alors là-dessus, précisément, M. Lampron, qu'est-ce que les lois disent? Est-ce que les lois actuelles mentionnent ou comprennent la situation particulière des artistes migrants? Est-ce que quelques dispositions les concernent?
Ben, c'est le nerf de la guerre, puis il y a plusieurs questions. J'ai très hâte qu'on passe à la séance des questions plus tard. Il y a plusieurs questions très, très riches sur. Tout est une question de limite, en fait, et tout est une question de cadre normatif. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est contraignant? Il faut garder en tête que la liberté d'expression, contrairement à d'autres droits, ce n'est pas quelque chose qui permet d'avoir accès à un porte-voix. Or, la question de la liberté d'expression artistique des migrants, on l'a vu avec les deux derniers, mes copanélistes, c'est beaucoup une question de visibilité. Alors, on est davantage dans la question du politique, la responsabilité individuelle ou institutionnelle de laisser plus de place à des expressions minoritaires, en fait, que d'être capable de se tourner vers le judiciaire pour être capable de forcer les institutions à laisser plus de place aux expressions minoritaires. En tout cas, la liberté d'expression n'est pas le bon véhicule parce que le fait, par exemple, que, et je retourne même à l'article 43, on parle des droits économiques, sociaux et culturels qui sont très, très mal protégés partout à travers le monde et au Québec en particulier parce qu'ils n'ont pas de statut supralégislatif, mais même sur la question toute particulière, des difficultés, des obstacles, d'être capable d'obtenir cette visibilité-là ou encore d'être capable de créer librement sans crainte de sanctions, parce que c'est ça aussi la question. On faisait référence tout à l'heure à la possibilité de perdre son emploi parce qu'on s'exprime, mon collègue Venkatesh. Ben ça, effectivement, en tout cas, on pourrait parler de liberté académique, mais c'est ce qui particularise le professeur d'université et la professeure d'université. C'est cette idée selon laquelle on nous paie pour notamment être capable de nous exprimer le plus librement possible sur un très, très vaste éventail de sujets sans crainte de se faire sanctionner. Ça vaut aussi pour la création. Mais il y a beaucoup de pistes, en fait, qui permettent à des employeurs ou à des institutions de financement de sanctionner directement ou indirectement des œuvres qu'ils jugent inacceptables. Et là, on entre dans ces zones-là. Mais donc, 43 permet essentiellement la même chose que la liberté d'expression. C'est-à-dire que ça permet, je fais la lecture, les personnes appartenant à des minorités ethniques ont le droit de maintenir et de faire progresser leur propre vie culturelle avec les autres membres de leur groupe. Donc, ce que ça donne comme droit, c'est de se réunir entre eux et de faire progresser leur vie culturelle. Mais évidemment, on ne parle pas de la plateforme en fait de diffusion ou encore des incitatifs ou quoi. Les possibilités sont infinies. Et mes deux copanélistes montrent des initiatives qui sont extrêmement intéressantes et extrêmement riches, en fait. Mais au sens des limites ou encore le cadre normatif, est-ce que moi, par exemple, qui juge qu'il n'y a pas suffisamment de diversité, notamment dans les arts de la scène, à l'intérieur des musées, dans toutes les différentes zones de production artistique, est-ce que je pourrais me tourner vers le droit pour forcer des institutions comme le Musée du Québec, par exemple, à le faire? Et la réponse est non, essentiellement. Je veux dire, en tout cas, est-ce qu'il y aurait le moyen d'améliorer ce cadre normatif? Par quel type, par quelle piste pourrait-on le faire? Bien, excellente question. Je vous dirais que les meilleures pistes, en tout cas, et elles sont permises expressément par les chartes, ce n'est pas à travers la liberté d'expression pour moi, mais c'est une interprétation, je dirais, contextualisée à travers le droit à l'égalité et les programmes d'accès à l'égalité qui sont expressément autorisés par 15.2 de la Charte canadienne ou les articles 80 et suivants de la Charte québécoise. Donc, ce qu'on dit dans les textes sur les chartes, c'est qu'il est possible pour les gouvernements, mais là, on revient à la responsabilité politique, voire au courage, une certaine forme de vision de ce que devrait être une diversité culturelle efficace et qui permet l'épanouissement de tous les groupes dans la société. On permet de cibler directement des groupes protégés par le droit à l'égalité pour leur donner accès à des plateformes qui leur seraient réservées, en fait. Alors, je vous dirais que dans l'état actuel des choses, c'est la piste la plus intéressante, mais c'est une piste qui relève davantage du politique que du juridique et certainement pas des tribunaux. Oui, oui. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites, M. Venkatesh, là-dessus? Comment aller plus loin dans la protection de la liberté artistique, au fond, des personnes marginalisées ici, dont les artistes migrants? Je ne peux pas répondre à la question comment est-ce qu'on peut aller plus loin. Je pense que c'est important de créer des espaces qui sont sécuritaires pour des artistes en général, pour des personnes qui sont marginalisées et qui sont vulnérables. La plupart de ces personnes aussi ont vécu pas mal en anglais on dit trauma. Il y a quand même une nécessité de les entourer par des spécialistes en santé mentale, en service social, psychosocial, pour les aider aussi dans les démarches qu'ils font. Mais
aller plus loin, je ne sais pas si c'est ça la meilleure façon de regarder ça. Tout d'abord, il faut vraiment qu'on diversifie la façon dont on donne des plateformes à ces personnes à s'exprimer, whether it's artistic or not. Oui, I don't particularly care. Oui, bien sûr. Alors, écoutez, on va passer, si vous le voulez, à la période de questions, à la période d'échange avec les gens qui sont là devant vous. Déjà, on le voit sur le clavardage, il y a des questions intéressantes et j'ai envie tout de suite de demander, je vois passer la question de Célia Drolet. Madame Drolet, voulez-vous poser la question directement, Monsieur Venkatesh, celle que vous venez d'inscrire au clavardage? Ouvrez votre caméra idéalement, qu'on vous voit, et votre micro. Voilà, je pense qu'on peut. Alors, on vous écoute, Madame Forget. Ça va? Est-ce que... Oui. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Parfait, je vous remercie beaucoup. Merci pour ces 3 discussions très intéressantes. Ma question s'adressait à M. Venkatesh plus directement par rapport à son projet, notamment quand il parlait des jeunes marginalisés. J'aurais voulu savoir un petit peu quelles étaient les procédures en fait qu'il comptait entreprendre pour recruter ces jeunes marginalisés et les amener dans son projet, notamment les projets, non plus celui de la haine, mais celui de l'espoir. Et je partageais notamment une expérience qui a été faite par une des membres de notre centre de recherche, Francine Saillant, sur une autre façon. Là, ce n'était pas par la musique, mais c'était par la photographie et le dessin. Comment mettre de l'avant ces expériences en fait, avec les jeunes de quartiers marginalisés pour essayer de leur offrir cette voie vers une liberté artistique. Merci. Merci Célia. Je pense que Célia, vous faites partie du CELAT, n'est-ce pas? Il faut qu'on se connecte à un autre moment parce que moi, je suis directeur d'un regroupement stratégique, le Centre d'études sur l'apprentissage et la performance. Peut-être on va pouvoir peut-être tisser les liens. Mais pour répondre à la question du recrutement, c'est très organique. Hein. Ce n'est pas... ça dépend aussi de la façon dont les communautés nous contactent. Parfois par les médias, soit une entrevue que je donne ou un membre de notre équipe donne à la radio ou on passe à la télé. Et puis, il y a une possibilité pour les communautés qui regardent ces entrevues pour nous contacter pour dire on veut participer, comment est-ce qu'on peut le faire. Dans un autre sens, on travaille étroitement avec les écoles pour voir s'il y aurait une possibilité de collaborer avec des professeurs, avec des spécialistes en activités parascolaires et avec les étudiants. Mais la chose qui est très importante pour nous, c'est d'impliquer les communautés dès le début. Alors, on a des honoraires qui sont payés pour des personnes pour participer dans la création des ateliers parce que ce que moi j'ai su en créant Paysage de l'espoir, c'est le plus de succès qu'on a eu, et quand on évalue nos projets, et quand je parle du succès, c'est vraiment, pour moi, c'est la durabilité du projet. Est-ce que les personnes avec qui on travaille continuent de développer, même quand on a terminé de collaborer ensemble. Mais le plus de durabilité qu'on voit dans les projets, ce sont les instances où il y a des personnes, des communautés qui nous ont aidés à développer les protocoles, qui ont mené eux-mêmes les ateliers. Nous, on était en arrière-plan. Par exemple, moi, je suis devenu technicien, disons, pendant 2 jours où j'ai aidé à connecter tous nos synthétiseurs, les guitares, les claviers. On a aidé avec le multimédia, mais on était vraiment en arrière-plan. Et c'était des personnes des communautés qui ont une expertise en création, qui ont mené les ateliers. Alors, on perd votre voix par seconde. Vraiment... Comment? Ça va, par moment, on vous entend bien, mais par moment, votre voix est saccadée, est entrecoupée. Ah, d'accord. Oui. Parfait. Voulez-vous peut-être reprendre les derniers mots, simplement, qu'on a ratés? Non, c'est juste pour dire que c'est juste une façon très organique de travailler avec les communautés. C'est eux qui nous contactent. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin d'un réseau et on a besoin des médias pour parler de notre travail parce que ces communautés ne sont pas sur notre liste d'envoi de nos newsletters. C'est pas vraiment par le biais des courriels et même les médias sociaux. C'est vraiment une question de les atteindre là où ils sont allés.
Merci. Madame Salagor, oui, je vous en prie, allez-y. Je voulais seulement rebondir sur cette difficulté de repérage. On revient surtout où on trouve, où on va trouver tous ces gens-là. Alors, c'est l'effort qu'on doit faire aussi sur le terrain d'aller à leur rencontre. On appelle ça parfois des réseaux underground en parallèle. Donc, moi, je donne parfois l'exemple de mes périples dans les sous-sols des églises communautaires, dans les bars, dans les cafés communautaires. Alors, c'est là où, et je pense que ça aussi, ça amène un certain esprit de confiance qui est très, très important dans ce dialogue-là. Donc, je trouve que le repérage et ensuite le partage, le dialogue, la confiance restent des clés dans ce processus-là. Donc, il faut oser aussi aller à la rencontre et collaborer avec des organismes sur le terrain communautaire. Moi, je suis en lien au conseil avec les organismes, par exemple, qui offrent les séances d'intégration pour les nouveaux arrivants, les organismes qui sont en train d'offrir une aide à l'emploi. Donc, il y a cette possibilité de collaborer et d'être en contact avec tous les acteurs du milieu pour assurer le succès. Oui, voilà. D'où l'importance, au-delà des programmes, si bons soient-ils, au-delà des politiques, il y a le contact, la relation humaine à établir. Surtout le contact humain. Il ne faut pas oublier, avant d'aller vers l'institution, les politiques et tout, on est en dialogue avec un autre être qui a les mêmes besoins, désirs et peut-être plus de difficultés que nous. Et c'est là où l'empathie aussi et cette complicité et cette confiance. On revient à l'idée de la rencontre. Déjà, dès le début, M. Meyerbeich insistait. Alors, écoutez, je pense que M. Lampron, Mme Cuny aimerait vous poser une question. Laurence Cuny, voulez-vous y aller? Micro et caméra ouverts. Madame Cuny, est-ce que… Merci beaucoup. Oui, c'était peut-être pour demander à M. Lampron s'il pouvait nous préciser un petit peu sur l'arrêt. Je vois que Joanne avait une question aussi. Et s'il y a revirement de jurisprudence, est-ce qu'il vous semble possible, comme vous le disiez pour la question de l'égalité, de s'appuyer sur d'autres dispositions comme celles qui sont relatives aux droits culturels pour amener cette question de la liberté artistique qui serait la liberté de création sur d'autres domaines, et pas uniquement la liberté d'expression. Oui, ben moi, écoutez, on parlait de confiance tout à l'heure, puis moi, je pense que sur la liberté d'expression au sens large, et on peut parler de liberté d'expression artistique, mais de liberté de critique, liberté politique, d'action au sens large, pour tous les groupes, pas uniquement les migrants, mais également que ce soit la majorité, la minorité, ça prend des endroits où on est capable de s'exprimer sans crainte de sanctions. On est dans l'idée de confiance, que ce soit un safe space, que ce soit des critères juridiques qui vont empêcher les employeurs de nous congédier parce qu'on a participé à un débat politique ou parce que dans notre vie privée, en fait, on aime X mouvement, X, enfin peu importe, la distinction entre les zones où les institutions ont du contrôle sur nous versus où elles n'en ont pas, ce qui est au cœur des droits et libertés de la personne. Moi, ça m'apparaît, et pour moi, la liberté d'expression artistique est au cœur de ce phénomène-là. S'il devait y avoir affaiblissement, parce que pour moi, ce serait un affaiblissement, la protection conférée à la liberté d'expression artistique suite à la décision qui s'en vient en Cour suprême, moi, je crois que ça va même appeler une réponse politique, en fait, pour être capable de s'assurer qu'il y ait ces zones d'espace-là pour s'assurer qu'il y ait une pleine, je dirais, effervescence ou un plein déploiement de ce que l'art peut apporter à la société. Alors, moi j'ai bon espoir que la Cour suprême va aller dans le sens de sa propre jurisprudence. Et pour rebondir sur une question qui a été posée là, par notre collègue Meyerbeich, sur quelles sont les valeurs qui constituent le cœur de la liberté d'expression, puis il touche également juste dans sa question, parce que les droits et libertés de la personne, il faut prendre ça comme un tout à travers la lorgnette de la société démocratique, en fait, du libéralisme politique et de la société démocratique. Et on ne peut pas, et c'est contraire à l'idée d'indivisibilité des droits et libertés, prendre un seul droit et l'instrumentaliser comme s'il était plus important que tous les autres. La portée de tous les droits dépend de l'existence des autres droits fondamentaux. Et donc, c'est dans ce contexte-là que la Cour a posé justement deux grandes valeurs. Il y en a trois, là, mais la troisième, moi, je l'écarte un peu parce qu'elle est trop subjective pour qu'on puisse lui faire dire quelque chose de concret en droit. Là. Et donc, les trois valeurs, c'est la recherche de la vérité,
la participation au processus démocratique et bon, l'épanouissement personnel. Mais bon, ce qui vous épanouit, ce qui m'épanouit, c'est trop flou un peu. Mais les deux premières valeurs nous permettent vraiment là, de cibler les activités expressives qui doivent mériter d'une plus vaste protection par rapport à d'autres qui se trouvent en périphérie, en fait, parce qu'elles s'éloignent de la bonne foi qui est au cœur de l'esprit des Lumières. Hein. La société démocratique, ça repose sur cette idée aujourd'hui qui semble un peu naïve à la lumière des algorithmes là, qui contrôlent notre manière de faire circuler les informations, mais c'est par l'échange ouvert d'idées, de points de vue opposés que devrait jaillir la lumière. Ouais. Alors, c'est pour ça que ces valeurs-là constituent un guide qui devrait permettre de savoir dans quel cas est-ce qu'on est. L'État peut porter atteinte à tous les droits fondamentaux, mais s'il souhaite restreindre, par exemple, l'activité artistique ou l'activité politique, mais il va y avoir beaucoup plus d'efforts à faire pour justifier les raisons qui pourraient légitimer une telle atteinte que s'il veut réprimer la propagande haineuse, par exemple. Oui. Alors, c'est vraiment dans cet angle-là là, que moi, j'ai bon espoir que l'arrêt que va rendre donc, la Cour suprême du Canada va valoriser cet espace-là qui repose sur une zone de confiance, mais pas uniquement pour la liberté d'expression artistique et pas uniquement pour les migrants, mais pour toute personne, en fait, qui souhaite s'exprimer, parce que ça prend du courage quand on commence à brasser la cage, peu importe là, ce à quoi on s'attaque. Oui. Comme artiste et devant la cour, évidemment, c'est la même chose. Dès qu'on veut contester ce qu'on perçoit comme une injustice ou un droit qu'on voudrait faire affirmer, évidemment, collectivement. Alors, écoutez, il est 11h30, c'est le moment où on avait prévu terminer. Je vois que dans le clavardage, il y a des commentaires intéressants que vous avez peut-être vu passer également. Je vous invite à continuer de faire ces commentaires-là si vous avez assisté à cette discussion et vous voulez peut-être poursuivre entre vous la réflexion. Alors, je vais remercier maintenant tout le monde, les intervenants, les participants à distance. Donc, c'était le début de cette journée d'études « Accéder à soi, accéder à l'autre ». Je vous rappelle qu'on poursuit demain dans le même créneau horaire. Donc, pour le Québec et le Canada, nous allons commencer à 9h du matin. Nous allons cette fois discuter demain de l'isolement des personnes migrantes et des artistes migrants précisément dans un contexte bouleversé. On l'a effleuré aujourd'hui par la pandémie et la toute-puissance du numérique. Mais demain, nous allons amorcer la matinée avec en fait un petit événement, je vous dirais, le lancement de l'ouvrage qui résume les échanges de la toute première journée d'études en décembre 2019. Demain, je vous le dis tout de suite, pour nous joindre, il y aura un autre lien Zoom, mais non pas celui que vous avez utilisé aujourd'hui. Les deux matinées, cela dit, sont enregistrées et tous les contenus seront disponibles bientôt par la suite de deux façons, ou la chaîne YouTube de la chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles et ou la bibliothèque numérique du CELAT. Alors voilà, on s'arrête ici. Merci infiniment à vous tous et toutes d'avoir été là aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle fin de journée et on se revoit demain, sans pépin technique et voilà, en espérant que tout aille bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci tout le monde. Merci à vous aussi. Merci, au revoir. Au plaisir. Merci.